Bonsoir à tous. Nous allons donc démarrer ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une rencontre du Club des managers animé par le MEDEF Loire-Nord et représenté ce soir par Adeline Vuvant, secrétaire générale, et la CCI. Donc, à l'occasion de ce dernier événement de l'année 2020, nous avons souhaité être au plus près de l'actualité du plan France Relance. Nous remercions vivement Vincent Moulin-Reit, directeur général de France Industrie, pour sa présence, Christine Lepage, directrice du pôle économique du MEDEF, et Emmanuel Vendée, qui sera connecté sous peu de temps, directeur de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises de la Loire, d'avoir accepté notre invitation. Ce webinaire aura lieu donc en 3 temps, avec une présentation du plan France Relance par Christine Lepage du MEDEF, pour l'industrie et une présentation du rôle de l'agence régionale entreprise, ainsi que les aides et appels à projets régionaux en cours ou à venir. Donc, je vous rappelle à tous que vos micros sont coupés, que vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau à travers le chat, que je m'efforcerai de les relayer du mieux possible. Si nous ne pouvons pas y répondre, nous vous recontacterons avec Adeline afin de vous proposer une réponse ou une solution. Donc, n'hésitez pas, vous nous donnez là. Ce webinaire est enregistré, il sera diffusé et visible sur YouTube, notre chaîne, donc CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, sous 48 heures. Je voulais vous rajouter que Adeline Vuvant, donc du MEDEF, conclura cet événement et que moi je vais animer au fil de l'eau. Alors pour la partie MEDEF et Agence Auvergne-Rhône-Alpes, les questions pourront être posées à la fin, donc nous aurons un temps de questions-réponses à la fin de Vincent de France Industrie. Vous pourrez poser les questions à l'issue de sa présentation, car il devra nous quitter un peu plus tôt. Je vais donc laisser la parole à Christine. Je reprends. Bonjour à tous. Merci Hélène, merci Bonsoir. beaucoup pour votre invitation. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Très bien. Oui, Très bien. merci pour votre invitation. Alors c'est vrai qu'on va parler du sujet qui nous occupe énormément, Vincent pour France Industrie et moi au MEDEF, mais vous tous aussi sur ces dispositifs qui ont été mis en place depuis le mois de mars pour faire face aux différents confinements et à la crise. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de plan de relance pour cette intervention, mais je voudrais quand même préciser qu'on a commencé par travailler sur un plan de soutien. On pensait avant l'été qu'on en avait fini, enfin fini en tout cas sur le travaux et les propositions, et qu'on allait passer exclusivement au plan de relance. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé du fait du deuxième confinement. Et on en est encore à être très actifs sur le plan de soutien auprès de nos entreprises. Donc, on va faire une présentation à deux. Je commence moi par vous parler des mesures du plan de soutien et puis je passerai la parole à Vincent pour ce qui est plus, enfin je fais une petite introduction, mais ce qui est plus du plan de relance. Voilà. Sur la première page, alors si vous voulez passer la première slide, voilà, sur les dispositifs financiers. Donc, le dispositif dont vous avez tous beaucoup entendu parler, c'est évidemment le fonds de solidarité. Ça a changé tous ces derniers mois compte tenu de l'avancement de secteurs ouverts, fermés. On y travaille très activement, je dois vous le dire. Encore, on a été assez satisfait de voir la publication du décret vendredi sur des nouveaux secteurs qui étaient intégrés à ces fonds de solidarité, qu'on avait été écoutés, parce que c'est vrai que la crise qui a duré un mois, un confinement de courte durée, on la passe plus facilement. Quand ça s'inscrit dans le temps, de plus en plus d'entreprises ont besoin de soutien, sont concernées et ont besoin de soutien. Aujourd'hui, on a donc pu obtenir de casser cette limite de 50% de chiffre d'affaires, de 50 salariés, pardon, où il y a eu une limite aussi de chiffre d'affaires. Maintenant, on est vraiment avec un plafond qui représente une somme beaucoup plus importante pour des entreprises qui sont pas des TPE, puisqu'on va avec un plafond de 200 000 euros. Alors là, vous avez une slide, je ne vais pas détailler toutes les slides, hein, vous avez des informations là-dessus. Et si vous avez besoin si vous avez des questions précises, bien sûr, je suis à votre disposition. Et si je ne sais pas y répondre, on vous répondra plus tard, parce que je dois dire que c'est quand même une usine à gaz, ce fonds de solidarité, mais on ne va pas se plaindre, ça coûte très cher à l'État, ça nous coûte très cher, mais c'est vraiment
pour soutenir les secteurs qui en ont le plus besoin. On peut passer peut-être à un autre dispositif financier, la slide d'après, qui est très important, ce sont les prêts garantis par l'État. Alors, tous les détails sont donnés sur la slide. Il y a aujourd'hui, on est à 120 milliards qui ont déjà été validés et qui sont de prêts qui sont garantis. Vous savez qu'on pouvait monter bien au-delà, mais aujourd'hui, il y a 570 000 entreprises qui ont fait appel à ce PGE jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, vous le savez, sauf pour le PGE saison, qui reprend évidemment compte tenu de la saisonnalité les 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires. Il y a, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des FAQ, foires aux questions, qui ont été publiées sur le site du ministère, qui répondent à peu près une soixantaine de questions, parce qu'on est toujours un peu compliqué. Et il y a un point que je voudrais mettre en exergue, c'est sur la phase d'amortissement. Vous savez, beaucoup d'entreprises ont réclamé en disant dans un an, donc ce qui fait à peu près maintenant, enfin dans les mois qui vont venir, commencer le remboursement du PGE, c'est extrêmement difficile. Et donc, on a collectivement pu obtenir qu'il y ait une année d'amortissement supplémentaire. Mais attention, pour ceux qui vont demander cette année d'amortissement supplémentaire, le capital pourra être remboursé, donc du coup au bout de 2 ans au lieu d'1 an, mais en revanche, les intérêts et le coût de la garantie de l'État devront commencer à être payés au bout d'une année après la demande. Donc la durée du prêt, elle, ne changera pas. En tout cas, si vous avez des questions aussi plus précises, sincèrement, la FAQ vient d'être mise en ligne ce matin et elle est assez détaillée. Voilà. Peut-être troisième dispositif, la slide d'après, voilà, les prêts exceptionnels de l'État qui sont particulièrement destinés aux TPE et aux PME de 50 salariés qui n'auraient pas obtenu de PGE. Ça peut porter jusqu'à 50 000 € de façon à améliorer sa trésorerie et on a une enveloppe globale pour l'État de 100 millions d'euros. Donc, ça peut être particulièrement… La mise en place est assez facile, il faut se rapprocher du CODEFI de son département et l'examen du dossier est relativement rapide et ce sont des prêts qui sont accessibles jusqu'en juin 2021. Initialement, c'était décembre 2020 et la période, comme pour beaucoup de dispositifs, évidemment, compte tenu de la durée de la crise, ont été prorogés jusqu'en juin 2021. Autre dispositif proposé par l'État, ce sont les prêts participatifs. Alors, les prêts participatifs, pour l'instant, vous n'en avez pas, ils n'ont pas encore été proposés, donc ils étaient toujours en discussion jusqu'à enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, entre notre gouvernement et l'Europe, les institutions européennes, pour voir dans quel cadre ils pouvaient être proposés aux entreprises. Ce qu'on sait, c'est évidemment que les entreprises doivent renforcer leurs fonds propres afin de rééquilibrer leur structure de bilan. Les pertes liées à la crise ont été importantes. On les juge portées par les entreprises à environ 60 milliards d'euros. Du coup, les besoins en fonds propres, pas tout à fait de ce montant, sont à peu près estimés à 20 milliards. Estimés par l'État à 20 milliards. Je ne vous cacherai pas que beaucoup d'économistes ou autres sont largement au-dessus. Il y a l'effet crise, bien entendu, et il y a l'effet transformation de son entreprise, transformation à la fois verte et numérique, qui fait que les entreprises auront besoin d'argent et de beaucoup de fonds propres. C'est essentiel parce que cet endettement qu'ont les entreprises peuvent lourdement peser sur la compétitivité. Et donc, ce surendettement peut pousser les entreprises à adopter une stratégie de désendettement au détriment du développement de leur activité et au détriment de leur compétitivité, ce qui est probablement une des plus graves qui pourrait nous arriver. Donc, l'État en est bien conscient et prêt comment dirais-je, je perds mon mot, pardon, mais en tout cas, à aider les entreprises qui auraient besoin de ces fonds propres en garantissant les sommes.
Voilà, alors on attend la durée, comme vous voyez sur la slide, la durée d'amortissement. On espère la durée de maturité, on l'espère très longue. J'espère que ça ira au moins à 10 ans, sinon on se rapproche un peu trop des PGE. Et on n'a pas non plus le tarif qui devrait se situer à 6, 5, 6%. On espère pas au-delà. Pour que ce soit intéressant pour tout le monde et qu'il y ait une demande importante. Voilà, donc ça a garanti l'État, prêt à garantir jusqu'à 7 milliards et on saura, le dispositif devrait être lancé en tout début d'année 2021. Slide suivante qui concerne Cap-Relais. Voilà, alors Cap-Relais, c'est un peu moins connu. C'est tout ce qui sont les assureurs crédits qui garantissent les créances. Donc, il y avait un dispositif qui avait été mis en place avec Cap+, Cap+ Export pendant la crise. Et les sociétés d'assurance crédit, les entreprises n'étaient pas complètement satisfaites et l'État a proposé un Cap-Relais qui garantissait effectivement beaucoup plus et qui protégeait davantage les entreprises. Ce dispositif, il devait être arrivé à échéance fin 2020, en décembre. Et finalement, après de longues négociations, je dois vous dire, entre les assureurs crédits et l'État, un accord vient de se conclure et l'engagement des assureurs crédits est donc reconduit avec une garantie de l'État. Donc les détails seront à préciser, ça va venir dans les jours qui viennent, mais le système sera équivalent à celui qui a existé pendant ces derniers mois, avec un maintien de l'encours global et un même système de transfert, c'est-à-dire une capacité à sortir du risque progressivement et pas au cours de la période. Voilà, ça concernera les engagements sur le plan national et sur le plan export. Et on se félicite de ça parce que sinon ça ralentit, ça concerne quand même des milliards d'encours et qui n'améliore pas l'économie et les contrats qui peuvent être signés en ce cours. Donc une satisfaction dont on peut se réjouir aujourd'hui. Voilà, peut-être la slide suivante. J'ai fait un point là des principaux dispositifs financiers qui sont proposés aux entreprises. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les défaillances, je vous ai mis ce point. Alors, malheureusement, on ne peut pas tout à fait s'en réjouir. Vous voyez que les défaillances d'entreprises ont considérablement baissé en 2020. Malheureusement, ça ne tient que grâce justement au soutien de l'État. Et si vous entendez parler de ces chiffres-là, c'est quand même trop tôt pour se réjouir. On verra comment ça se passe en 2021, en sachant que quand même tous ces dispositifs, et je vous engage vraiment à les regarder de près et à bien vérifier que vous en avez été, que vous pouvez en bénéficier et en faire la demande. Ils ont pour l'instant, ceux qui ne sont pas encore sortis, bien sûr, mais ceux qui le sont déjà vont être prorogés sur les au moins 6 premiers mois de l'année. Et donc, je vous engage vraiment à en faire la demande pour en bénéficier. Voilà, alors je vais juste maintenant introduire peut-être la slide suivante, voilà, la partie plan de relance sera beaucoup plus détaillée par Vincent. Mais d'un point de vue général, déjà, je voudrais vous montrer la première slide du plan de relance, qui est un petit croquis que je trouvais très joli, mais en fait, on me dit c'est un croquis qui n'a pas été fait par le MEDEF, mais qui a été fait par Bercy. Certaines personnes m'ont fait remarquer qu'il était à peu près aussi complexe que le plan de relance lui-même. Alors, c'est pour ça qu'on va vous donner un peu plus d'explications. La slide suivante, c'est pour introduire le sujet, vous rappelez donc ce plan de relance porté sur 100 milliards sur 2 ans, avec 30 milliards dédiés à l'écologie, un peu plus de 30 milliards dédiés à la compétitivité des entreprises, et aussi un peu 35 milliards à la cohésion sociale. Un point sur, vous voyez entouré en rouge, la baisse des impôts sur les facteurs de production. C'est un combat qu'on a mené, beaucoup d'organisations patronales, le MEDEF, France Industrie, et d'autres, et qu'on est content d'avoir remporté, en tout cas partiellement, puisque là, on parle de 20 milliards. Bien sûr, les impôts de production, la totalité, c'est plutôt 70 milliards, mais c'est un pas. On ne va pas s'arrêter là, mais on va dire que déjà, dans ce plan de relance, on s'est satisfait enfin pas satisfait, mais réjoui de ces 20 milliards. Peut-être sur la slide suivante, je voudrais aussi vous montrer que plus de la moitié de ce plan a été fléché
vers les entreprises. Vous avez le détail, vous verrez écologie, compétitivité, cohésion pour un montant d'un peu supérieur à 50 milliards. Donc voilà, de quoi en bénéficier. Le plan, maintenant, pour en profiter, c'est la slide suivante, c'est principalement les appels à projets. On va les suivre de très près. Tout ce plan, il est suivi au niveau national, au niveau du Premier ministre et bien sûr du ministère de l'économie, des finances et de la relance, avec des comités interministériels, enfin des comités où nous sommes invités réguliers, où nous faisons remonter les difficultés des entreprises. On l'a beaucoup fait il y a déjà un mois, au moment des premiers appels à projets, quand les entreprises ont trouvé ça difficile, et c'est vrai. Donc on a été tous très présents à Bercy pour faire remonter en détail les difficultés auxquelles vous heurtiez. Ça a été simplifié. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a eu des simplifications qui ont été apportées à notre demande. Donc, je vous demande encore de faire remonter les difficultés parce qu'on est en contact régulier avec la direction générale des entreprises et c'est important que ça leur permette, ils sont demandeurs aussi. Pour l'essentiel, c'est de profiter au maximum d'entreprises. Donc, ils sont demandeurs de nos propositions de simplification. Autre point, c'est que ce plan de relance, il est très suivi au niveau territorial. Non, c'était la slide toujours d'avant, pardon. Au niveau territorial et avec les comités de suivi régionaux, on a été attentif pour vérifier il y a plusieurs semaines que les préfets de région avaient été vraiment rentrés en contact avec les organisations régionales, les représentants des entreprises au niveau régional, en l'occurrence les MEDEF territoriaux et régionaux, mais pas que. Il y avait des régions, et on l'a fait remonter au ministre, qui n'avaient pas démarré assez vite. Or, on sait que le succès de ce plan de relance, il tient sur un démarrage rapide. Donc, le temps sous les appels à projets, on sait très bien que ça va prendre du temps, donc il faut y aller vite. Voilà, donc on est très attentifs à la vitesse à laquelle c'est mis sur le terrain. Le Bercy nous a bien annoncé un engagement sur la transparence et c'est vrai qu'ils ont un tableau de bord des projets suivis dans les territoires avec des indicateurs de suivi et qu'ils nous les font remonter. Vincent vous en parlera avec beaucoup plus de détails, mais voilà, donc c'est pas dans la nature, on arrive à suivre très précisément ce qui se passe et s'il y a des difficultés, une fois de plus, faites-nous les remonter. La slide suivante, c'est une slide d'information pour vous dire où vous allez pouvoir trouver toutes ces informations, parce que malgré les simplifications, elles sont quand même nombreuses, et c'est pas si facile à suivre. Donc, vous avez le site France Relance sur le web, sur le ministère de l'économie, avec des documents utiles. Vous les voyez, il y en a une partie, des documents destinés aux PME, aux TPE, le guide des mesures de relance dédié à l'exportation, et puis les sujets particulièrement décarbonation, industrie du futur ou autres. Donc, c'est assez détaillé. Ce sont des documents qui sont bien faits. Donc, je vous recommande vraiment d'aller les regarder. Nous, on tient sur le site du MEDEF un tableau de bord de suivi des appels à projets qui sont proposés aux entreprises pour que vous puissiez vous tenir au courant. Attention, il y a des appels à projets qui ont été ouverts, qui vont déjà fermer. Il y en a d'autres qui sont ouverts et tout au long de l'année 2021 et même au-delà, jusqu'en 2022, il va y avoir régulièrement des lancements d'appels à projets. Donc, je vous recommande de vous tenir au courant et d'aller regarder s'il n'y en a pas qui vous concernent et qui vous intéressent. La slide suivante, et je crois que c'est presque ma dernière, c'est l'accompagnement des adhérents. Alors, au niveau du MEDEF, Vincent en dira aussi davantage, et la CCI très certainement aussi, puisque là, je ne parle que de ce qui est fait de l'État, donc je vous en ai parlé, mais au niveau du MEDEF, on a une équipe qui est dédiée dans mon département avec et au social et au lien avec les fédérations, avec les adhérents bien entendu, avec une adresse email actionrelance@medef.fr. On continue aussi un dispositif plus large d'accompagnement sur covid-19@medef.fr. On reçoit des questions régulièrement, donc n'hésitez pas, soit plus large, soit dédié à la relance. Et sur les sites du MEDEF, l'extranet, la newsletter, nous aussi, on organise des webinaires ciblés et on passe des informations flash à peu près régulièrement dès qu'il y a des nouvelles, des informations. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses donc sur Cap Relais, vous verrez des annonces avec des détails. Voilà, et à peu près tous les jours,
des informations. Je ne sais pas si j'ai encore une slide concernant mon intervention où c'était fermé. Non, voilà, donc je vais passer la parole à Vincent, qui d'ailleurs va peut-être aussi reprendre sur tout ce que vous faites, Vincent, pour l'accompagnement des adhérents. Merci beaucoup et je me tiens à votre disposition pour les questions. Merci à vous. Je vous les poserai effectivement. J'ai quelques questions à vous poser à la fin. D'accord. Concernant votre présentation. Et donc, Vincent, c'est à vous. Merci Christine. Bonjour à toutes et bonjour à tous depuis Paris vers Lyon. Écoutez, on va passer quelques minutes ensemble pour parler du plan de relance et le volet plus particulièrement industriel du plan de relance. Si vous voulez bien lancer la présentation, s'il vous plaît. Voilà. D'abord, vous faire un petit point sur l'actualité dans laquelle nous nous trouvons dans l'industrie. C'est vrai que le Covid et la crise Covid a rompu une dynamique de réindustrialisation dans laquelle la France se retrouvait. Vous savez qu'après 20 ans de désindustrialisation dans les années 90-2000, où nous perdions des emplois industriels par dizaines de milliers chaque trimestre, nous avons vécu 3 années de pause, 2017-2019, pendant lesquelles on a été en réindustrialisation, c'est-à-dire nous avons réindustrialisé en ayant davantage de création de sites industriels que de destruction, que de fermeture, et davantage de création d'emplois que de destruction d'emplois. Le premier confinement a induit une chute de 50% de l'activité industrielle pendant quelques mois. Malgré cela, l'ensemble des besoins des Français, des besoins essentiels des Français, a été maintenu grâce à la résilience de notre industrie en matière de santé, bien sûr, d'abord, d'alimentation, d'hygiène, d'eau, de déchets, d'énergie et autres sujets qui formaient notre quotidien à l'époque, qui ont d'ailleurs montré que l'industrie française, malgré la désindustrialisation qu'elle avait subie depuis une vingtaine d'années, restait à un niveau, je dirais, de résilience tout à fait capable de surmonter, en tout cas, cette crise-là. Le déconfinement a permis une remontée progressive de l'activité vers 90-92%, ce qui n'est pas satisfaisant. Vous savez que tant qu'on n'est pas aux alentours de au-dessus de 95%, nos sites industriels ne sont pas dans une bonne fourchette de profitabilité. Et puis le deuxième déconfinement que nous avons tous connu a été plus doux pour l'industrie, puisqu'il n'y a pas eu véritablement de fermeture ni d'interdiction de produire, mais il y a eu quand même un reflux de l'activité, puisque la fermeture des magasins de proximité dans les villes et dans les centres-villes a impacté les concessions automobiles pour la filière automobile, les secteurs de l'ameublement, les secteurs du textile et beaucoup de secteurs qui sont liés évidemment à la production made in France. Heureusement, depuis quelques semaines maintenant, la semaine dernière, semaine 50, nous avons une remontée progressive de quelques points, mais vous voyez que c'est quand même toujours en dessous du seuil fatidique des 95% d'activité, à 87, peut-être 88 cette semaine. Et globalement, sur l'année, l'INSEE nous dit qu'on devrait avoir une baisse de production qui pourrait atteindre 10%. Cette baisse de production s'accompagne, je le précise, d'une sous-activité qui est montée jusqu'à 15% dans certaines usines lorsque le taux d'absentéisme était très élevé en raison du Covid et qui en ce moment est un peu meilleur, entre 5 et 10%, parce que les industriels ont appris à travailler avec les gestes barrières et les contraintes sanitaires. Donc cette sous-productivité ne sera pas un problème tant qu'évidemment on n'a pas atteint le seuil, je dirais, de production de 95%. Sur la diapo suivante, on voit l'impact sectoriel que ça a. Donc en fait, on a 3 secteurs qui, même je dirais aujourd'hui, 2 secteurs qui sont encore en grande difficulté. L'aéronautique, vous le savez, est même en situation critique pour plusieurs années malheureusement devant nous. Et le seul point positif que je pourrais dire, c'est la reprise du trafic aérien en Asie, qui a pratiquement repris son niveau maximum pour ce qui est du trafic intérieur, bien sûr. Le secteur de l'automobile a connu une année noire, puisque les concessions qui ont été fermées n'ont pas permis, évidemment, aux consommateurs de passer leurs commandes, et il y a eu donc des à-coups dans la production,
et probablement que les arrêts de fin d'année 2020 seront plus longs que prévu pour absorber le différentiel de production. Évidemment, la conséquence de ces deux secteurs qui ont eu des à-coups importants, et notamment l'aéronautique qui est encore très fortement encalminée, est que la sidérurgie a eu une année très difficile et même un second semestre difficile, même si sur la fin de ce quatrième trimestre, la situation s'améliore, puisque l'automobile repart et que le secteur du bâtiment tire bien. Donc globalement, au moment où je vous parle, on peut dire que la sidérurgie sort de sa zone vraiment rouge, puisque la plupart des hauts fourneaux en France ont repris leur activité. Alors, qu'est-ce qui reste comme secteurs qui sont embarrassés par cette crise? Certains segments de l'alimentation, puisque vous le savez, les hôtels, restaurants, cafés, ce qu'on appelle le circuit CHR, sont encore fermés pour de longues semaines. Ça impacte donc les fournisseurs de ces segments CHR à cause du couvre-feu et aussi le secteur de la restauration hors domicile, le RHD, qui est impacté par le télétravail puisque les cantines des entreprises tournent au ralenti. Heureusement, pour tout le reste de la filière, on est plutôt en sur-régime, ce qui est donc très positif globalement pour l'alimentation. Le secteur cosmétique a lui aussi connu un gros coup d'arrêt puisque le secteur de la vente sélective des parfumeries était fermé. Maintenant, ce secteur est réouvert, mais vous savez bien que c'est un secteur fortement exportateur. Donc l'export cosmétique reste très réduit et notamment les ventes en aéroport duty free sont impactées par la fermeture du trafic aérien. Dans le secteur de la santé, je dirais que globalement tout va bien, sauf le secteur spécifique des dispositifs médicaux qui, en raison du report de certaines opérations dites non urgentes en raison du plan blanc, ont pu avoir des ruptures de commandes et d'approvisionnement. On a eu aussi un rude automne pour le secteur textile, habillement, cuir, l'ameublement, la bijouterie, les jouets, puisque les fermetures des magasins de proximité ont perturbé les commandes. Et aujourd'hui encore, les achats de Noël doivent se faire dans un temps limité, ce qui profite évidemment fortement aux ventes sur Internet plutôt qu'aux ventes dans les magasins de proximité. Et on sait bien que ça profite plutôt aux importations qu'au Made in France. Enfin, au moment où je vous parle, le secteur pétrolier est encore en difficulté. On a une baisse de production en France aux environs de... On doit être en taux d'activité des raffineries à 75%. La demande est encore pas très importante en France. Elle est parvenue à son niveau nominal. Les cours du pétrole mondiaux ont baissé et de ce fait, par cet effet de ciseau, les marges sont très mauvaises. Donc, en dehors de ces secteurs-là, les autres secteurs sont à la normale. Alors, sur la diapo suivante, on va avoir ensemble une vision de ce plan de relance. Comme l'a dit Christine, sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'on a du mal à la passer. Hélène, vous pouvez passer la diapo suivante? Bon, ben voilà, donc la répartition du plan de relance, Christine vous l'a présenté. On voit donc qu'il y a trois paquets. Un paquet qui concerne la transition écologique, en gros, hein, un gros tiers. Un paquet sur la compétitivité, sur l'innovation, qui comprend la modernisation de l'industrie et tout ce qui concerne les relocalisations. Et puis un paquet sur la cohésion sociale. Alors, on peut déjà passer à la diapo suivante puisque Christine les a commentés. Finalement, le plan de relance, il est autour de ces trois axes. Pour l'industrie, c'est un axe de verdissement de l'industrie, notamment la décarbonation des filières industrielles, c'est-à-dire accélérer la réduction des émissions des filières industrielles qui sont les plus émettrices. Mais vous savez qu'au même moment, il faut être très prudent dans ce que l'on dit, puisque l'industrie a baissé ses émissions de carbone de quasiment 50% depuis les années 90. Et donc aujourd'hui, les nouvelles baisses de CO2 que l'on peut avoir sont très centrées sur quelques filières, et je dirais même sur quelques dizaines d'usines que l'on connaît bien et où les nouveaux pourcentages sont les plus difficiles à obtenir et vont nécessiter des investissements supplémentaires et souvent des investissements dans des procédés de rupture qu'il va falloir évidemment
cofinancés avec de l'argent public parce qu'ils ne sont pas forcément rentables immédiatement. Et c'est donc tout ce travail sur le verdissement des filières que le gouvernement veut accélérer et aussi l'émergence d'une offre verte, c'est-à-dire de technologies, de services, de solutions pour la transition écologique. Et vous savez, l'industrie sur ce sujet-là, c'est plus la solution que le problème, puisque nous, les industriels, sommes les offreurs de solutions capables d'apporter les technologies et les services nécessaires à cette transition écologique en France. Deuxième sujet important, maintenir l'indépendance, la souveraineté et la compétitivité. Christine l'a dit, une grande partie de ce volet-là part du principe d'une baisse importante de la fiscalité dite de production. Alors, si pour l'ensemble des entreprises, la baisse est d'environ 10 milliards par an, comme le plan de relance compte 2 années, le gouvernement a eu cette petite astuce de compter 2 fois les 10 milliards pour afficher 20 milliards au compteur, mais c'est bien 10 milliards de baisse par an qu'il y aura. Et quand on rapporte ces 10 milliards de baisse à la totalité des impôts de production que les entreprises payent en France, c'est bien 10 rapportés à 77, comme le disait Christine. C'est donc une première étape qui n'est évidemment pas suffisante. Lorsqu'on voit dans ces 10 milliards la partie pour l'industrie, c'est environ 4 milliards. Et 4 milliards qu'il faut donc rapporter aux 15 ou 16 milliards que l'industrie paye en impôts locaux de production, c'est-à-dire pour la seule industrie, plutôt une étape de 25% de réduction. C'est donc plus important comme réduction en termes d'impôts de production pour l'industrie et c'est plutôt légitime puisque c'est à partir de l'effet de levier de l'industrie que sur l'ensemble de l'économie que le gouvernement a choisi de relancer l'économie par la réindustrialisation. Donc, dans ce paquet de 35 milliards sur l'indépendance et la compétitivité, on va retrouver des aspects de soutien aux fonds propres, ce qu'a expliqué Christine, et aussi des actions de souveraineté et que l'on appelle de relocalisation, pour dire un peu un mot valise, mais vous saviez bien que ces relocalisations sont en fait des localisations de production innovante en France et ce ne sont pas seulement des rapatriements d'usines qui sont aujourd'hui à l'étranger et qui vont revenir sur le sol français. Il y en aura, mais dans un nombre limité et dans certains secteurs critiques. Mais l'essentiel de cette relocalisation, c'est une réindustrialisation. Finalement, la relocalisation, elle sera avérée lorsque le nombre d'usines qui vont rouvrir en France seront supérieures à celles qui vont fermer. Ce que nous avons connu d'ailleurs dans les 3 dernières années. Enfin, dernier paquet important du plan de relance, c'est tout ce qui concerne la cohésion sociale et territoriale, environ 35 milliards de mesures, dont les plus importantes, vous les connaissez, hein, on les a obtenues de haute lutte, notamment la PLD, hein, l'activité partielle de longue durée, mais aussi tout un travail qui est à venir maintenant sur les reconversions professionnelles, c'est-à-dire utiliser cet argent pour faire passer des personnels qui sont dans des filières en difficulté, je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile, et les faire passer plutôt vers des secteurs qui sont en recrutement, je pense à la construction ou je pense à l'énergie ou aux énergies renouvelables ou à l'agroalimentaire. Alors, sur la diapo suivante, maintenant que ce plan de relance a été lancé au mois de septembre, quels sont les premiers résultats? Bon, c'est... alors, je crois qu'on a cette diapo, excusez-moi, qui redit à peu près ce que je viens de vous dire, donc je pense qu'on peut la passer. Voilà. Les premiers résultats au bout de maintenant 4 à 5 mois, puisque les appels à projets du plan de relance ont été lancés pour les premiers au mois de mai, pour les derniers au mois de septembre. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une première étape qui est que les industriels se sont énormément mobilisés sur ce plan de relance. Alors, ils ne l'ont pas fait tout seuls parce qu'ils ont été évidemment très bien informés par les canaux qui avaient la charge de les en informer. Le gouvernement, évidemment, a fait une énorme campagne promotionnelle sur cela, notamment à destination des ETI. Les chambres de commerce ont fait un énorme travail de phoning auprès des 30 ou 35 000 PME françaises, notamment dans l'industrie.
France Industrie et toutes les fédérations de l'industrie, qui sont d'ailleurs adhérentes au MEDEF aussi, avec tous les MEDEF territoriaux, ont relayé l'information le plus largement possible. On peut dire qu'aujourd'hui, ce travail est couronné de succès, puisque plus de 7000 dossiers ont été déposés par les industriels sur les plateformes de BPI France. Ce qui veut dire pratiquement un industriel sur 5 a déposé un dossier. Alors, tous ces dossiers ne sont pas complets, tous ces dossiers ne sont pas terminés. Aujourd'hui, il y en a environ la moitié, 3600, qui sont déposés et qui sont complets. Si vous êtes dans ce cas-là, il y a une première interrogation que vous avez entre le moment où vous avez déposé votre dossier sur la plateforme et le moment où vous avez une réponse. Il peut s'écouler un certain temps qu'on trouve en général très long. Il n'y a pas d'accusé de réception, ce qui est d'ailleurs un peu dommage. Il n'y a pas de deuxième message qui vous dit on a bien reçu votre dossier, vous allez passer en jury tel jour. Il y a juste un message à la fin qui vous dit vous n'êtes pas retenu, ou vous êtes intéressant comme dossier, mais il faut encore modifier telle et telle chose, ou alors vous êtes retenu. Donc, il faut être patient si vous avez déposé ces dossiers. Le gouvernement a mis les bouchées doubles dans les guichets de BPI France, de l'ADEME, de l'ASP pour augmenter le nombre de traitements, la vitesse de traitement de ces dossiers. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a environ 500 dossiers qui ont été engagés et acceptés. D'ici la fin de l'année, je pense même qu'il y en aura un peu plus, puisque le gouvernement anticipe même les budgets 2021 sur la fin de l'année 2020 pour pouvoir en labelliser un peu plus. Donc environ 5 ou 600 lauréats, ça représente entre 5 et 700 millions de soutien public et entre 2,3 et 3 milliards d'investissements des entreprises. Donc on voit bien qu'il y a une bonne mobilisation quantitative. Maintenant, la question, c'est est-ce que la somme de tous ces lauréats individuels sur le plan microéconomique va donner une dynamique sur le plan macroéconomique et surtout va donner la dynamique que le gouvernement et France Industrie souhaitent pour l'industrie, c'est-à-dire des efforts que nous recherchons par filière, les efforts que les filières recherchent et les accélérations que l'on souhaite en termes de relocalisation, d'innovation, de décarbonation et de modernisation. Donc c'est ça la question maintenant qui se pose devant nous et qu'on va regarder sur la diapo suivante. Parce que tous ces dossiers qui ont été décidés, engagés, concernent beaucoup de filières. Au plan national, elles concernent évidemment l'automobile et l'aéronautique, puisque les appels à projets ont été lancés depuis le mois de mai-juin. C'est donc les premiers qui ont été labellisés. Vous avez aussi après un deuxième appel à projet très important de relocalisation sur certains secteurs critiques comme la santé, l'agroalimentaire, l'électronique, la chimie et les matériaux et les métaux. Donc là, ce sont les appels à projets dits résilience. Et puis il y a une troisième vague d'appels à projets qui n'a commencé qu'au mois de septembre-octobre, qui va être plus lente. C'est les appels à projets innovation et relocalisation qui mettent plus de temps à se mettre en place. Et on voit qu'au plan territorial, dans les appels à projets de territoire d'industrie, qui sont aussi un appel à projet avec je dirais un fort niveau de participation, on a une représentativité sectorielle qui est plus vaste, qui est, comme l'indique le camembert de droite. Alors, où se passent ces projets? Ils se passent partout. Avec la carte suivante de la diapo suivante, vous allez voir qu'ils sont partout en France, ces projets. Ils sont dans l'aéronautique, évidemment dans les zones dans les territoires aéronautiques de France, donc plutôt dans le sud-ouest, dans l'ouest, en Île-de-France, mais aussi un peu dans votre région, Auvergne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Il y a beaucoup d'automobiles, et vous voyez aussi que les bassins automobiles français, je crois qu'ils sont en vert, sont là, c'est-à-dire le nord de la France, le Grand Est, l'Ouest, pour les grands bassins automobiles. Et puis, vous voyez que les territoires d'industrie sont à peu près bien répartis, à part quelques régions qui sont peut-être moins un peu en retard, mais on a plutôt une bonne participation. Et vous voyez que Auvergne-Rhône-Alpes est largement bénéficiaire de ce plan. Aujourd'hui, il y a alors tout dépend si ce sont les projets qui sont véritablement signés et les projets qui sont en phase d'être signés,
on est entre 50 et 80 projets. Vous voyez que sur cette slide, on a 80 projets validés et on en a une cinquantaine qui sont signés même. Donc, il y a 24 territoires d'industrie, 24 projets de territoires d'industrie, 29 projets automobiles, une vingtaine de projets pour l'aéronautique, beaucoup de PME. Hein. Ces projets concernent pour la moitié d'entre eux des PME, puis après, ils se répartissent largement entre des ETI et un peu pour les grandes entreprises. Mais vous savez que les grandes entreprises, ayant un taux de soutien plus faible en raison des contraintes européennes sur les aides aux entreprises ou les aides d'État, elles sont 2,5 fois moins subventionnées que les PME et 1,5 fois moins subventionnées que les ETI. Donc, on a dans votre région une belle participation, évidemment dans le décolletage, dans l'électronique, dans l'automobile, l'aéronautique, en pharmacie, un peu dans l'énergie, pas beaucoup dans l'agroalimentaire. Donc, j'espère que la prochaine vague dans Auvergne-Rhône-Alpes va trouver des lauréats dans la Savoie, dans la Haute-Savoie, où il y a beaucoup d'agroalimentaire, dans la Drôme et dans les autres parties de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je n'en doute pas. Je pense que la dynamique va se poursuivre. Et comme le disait Christine, les appels à projets qui ont été ouverts, certains vont se refermer, mais vont réouvrir juste derrière. Donc, il y a véritablement une mobilisation qu'il faut conduire maintenant, mais il n'y a pas non plus, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ceux qui vont prendre leur temps pour faire de bons dossiers seront servis de la même façon entre le mois de décembre et le mois de janvier. Donc, il n'y a pas il n'y a pas d'urgence considérable là-dessus. Alors, quels sont les critères de succès de ce plan de relance? Et c'est la diapositive suivante. Pour nous, l'efficacité, excusez-moi, on peut passer cette diapositive qui n'apporte pas assez d'informations. Voilà. Pour nous, les conditions de succès de ce plan de relance et aussi les points de vigilance sont les suivants. D'abord, la rapidité d'exécution. On vous l'a dit, ces engagements, ces lauréats qui ont été décernés par l'État, pour l'instant, on va leur donner de l'argent, mais le décaissement n'est pas encore effectif. Bercy accélère les engagements, les labellisations, mais on va être très vigilant sur les décaissements d'argent concrets. L'État veut décaisser 42 milliards l'année prochaine en 2021. On se rend compte quand même que ça va être un travail de titan. Si on prend un petit exemple, le PIA, le programme des investissements d'avenir, qui a été créé il y a une dizaine d'années, avec 57 milliards annoncés, 10 ans après, 47 milliards étaient seulement engagés et 27 milliards décaissés. Vous voyez bien qu'entre l'engagement et le décaissement, il y a une grosse différence. Et d'ailleurs, l'argent du plan de relance, il sera décaissé au fur et à mesure de l'effectuation des projets. Il n'y a pas un chèque en blanc qui est donné pour chaque projet, il y a un acompte, puis après, ça se fait par tranche. Donc, on va suivre ça au premier semestre 2021 et surtout au deuxième semestre, on va voir la montée en puissance, j'espère, de ces décaissements. Donc, on a une bonne dynamique quantitative, on l'a vu avec nos 7000 dossiers, mais ce qui est important, c'est de voir l'impact qualitatif sur le tissu industriel. Quels sont les effets d'accélération? Il y aura forcément des effets d'aubaine, il faut savoir les accepter. Quelles sont les vraies transformations qui sont rendues possibles par ce plan de soutien, qui n'auraient pas été mises en œuvre s'il n'y avait pas eu ces crédits? Ça sera à regarder précisément. Voir aussi comment tous ces projets, comme je vous le disais, microéconomiques, rebouclent avec les objectifs que l'on a par filière, par thématique et par bassin d'emploi. Enfin, une vigilance importante qu'il faut que l'on ait ensemble sur l'équilibre entre le volet défensif du plan et son volet offensif de transformation et surtout aussi la sanctuarisation de ce qui a été acquis dans le plan de relance. S'il y a de nouvelles mesures d'urgence qui sont décidées en 2021, il faut qu'elles s'ajoutent aux mesures qui ont été déjà décidées et votées. Sur la diapo suivante, mon point de vigilance est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, on a une dynamique de relance, un gouvernement qui veut réindustrialiser, mais en même temps, et c'est là la limite du en même temps du gouvernement, on a des contre-signaux que le gouvernement met en place. Donc, il faut qu'on ait une vraie cohérence entre cette dynamique de relance et ces signaux négatifs. Et on en a une petite liste qui commence malheureusement à s'allonger et qui ne nous convient pas. Et on est là-dessus en total accord avec le MEDEF qui nous aide beaucoup à essayer de minimiser ces contre-signaux. Dans le cadre du PLF, il y a des amendements qui ont été développés
qui ont été votées pour mettre de nouvelles contraintes en place pour les entreprises sur le bilan carbone simplifié, sur la mixité dans les entreprises, sur l'avis du CSE, sur ses soutiens financiers. On ne peut pas forcément être contre ces sujets-là, mais soit ils ne seront pas liés à la relance, soit ce sont des contraintes supplémentaires qu'on met aux PME alors qu'elles ont autre chose à faire de plus urgent dans le cadre de ce plan de relance. C'est aussi des conditionnalités que l'on veut ajouter, alors que tous les appels à projets du plan de relance sont conditionnés à des cahiers des charges. Donc on veut rajouter des conditions ou des demandes supplémentaires. Enfin, et c'est là où je voudrais conclure, sur le plan du climat, on a un effet chronologique qui est très mauvais, c'est que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui ont été menées en 2019 et 2020, aboutissent maintenant par un dispositif législatif d'une loi climat qui devrait aboutir en 2021. Or, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que parmi ces propositions de la Convention citoyenne, dont on peut partager les thématiques, on est tous éco-citoyens, et je pense que parmi les 150 propositions, les principes sont souvent légitimes, mais les solutions apportées par la Convention citoyenne sont souvent caricaturales, irréalistes, souvent inopérantes, même parfois d'ailleurs contre-productives, quand elles ne sont pas contraires à notre Constitution. Et elles sont souvent des solutions franco-françaises, alors qu'il faut des solutions européennes à minima pour les résoudre. Donc nous sommes très dubitatifs sur la traduction que le gouvernement va faire de la Convention citoyenne, et il ne faudrait pas que par de très nombreuses contraintes nouvelles, on vienne finalement doucher l'envie de relance des entreprises et des chefs d'entreprise. Donc on a là de mauvais signaux. Juste après la loi AGEC sur l'économie circulaire que nous avons tous vécue en 2020 et qui a été très très ambitieuse et qui apporte encore de très nouvelles contraintes pour nos entreprises industrielles, il ne faudrait pas que cette nouvelle loi climat soit évidemment une source de très grosses contraintes nouvelles qui viendraient finalement abaisser le moral de nos industriels. En guise de conclusion, je vous dirais donc que 2021 pour les industriels, ce sera une année charnière. On voit bien que c'est une année où il va y avoir encore de nombreuses incertitudes. Comme l'a dit Christine, que va-t-il advenir des remboursements du PGE? Est-ce qu'on aura une troisième vague de Covid? Jusque-là, les faillites sont contenues, mais on sait bien que ça ne va pas rester en l'état. Quel va être l'impact social des PSE, dont la liste malheureusement s'allonge? Quelle sera la date du retour à la pleine activité, les fameux 99% d'activité que je scrute semaine après semaine? Comment fonctionnera le monde d'après? Toutes ces incertitudes font que l'année 2021 va être une année vraiment charnière. Pour cette année-là, les industriels veulent être un acteur majeur de reprise à travers évidemment la relance pour retrouver, comme je vous le disais, la trajectoire de réindustrialisation que nous avions connue. Ce qui est important, c'est que le gouvernement maintenant doit accompagner cette relance et ne pas envoyer de contre-signaux qui fragiliseront notre tissu industriel. Parce que le tissu industriel, on le sait, c'est le tissu, c'est le vivier des solutions à la transition écologique de demain. Et si on ne permet pas à ce tissu industriel de se redévelopper rapidement, ce n'est pas l'importation de solutions étrangères qui vont nous tirer d'affaire. Donc voilà le message que je voulais passer et je vous remercie tous de votre attention. Merci à vous. On va peut-être prendre quelques minutes. Alors, peu de questions pour l'instant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite pour Vincent. Ce que je peux relayer comme question dans le plan de relance, ça sera maintenu en 2021. Vincent, vous confirmez qu'il y a des appels à projets sur 2021 pour la partie industrie du futur? Oui, c'est ce que j'ai dit rapidement, c'est que tous les appels à projets qui ont été ouverts et qui vont se fermer et se réouvrir seront maintenus jusqu'à fin 2022. Il n'y a donc aucun souci à se faire. Il faut se presser pour y aller parce que plus vite vous rentrerez dans la mécanique, plus tôt vous serez servi.
mais on n'est pas à une semaine ou 15 jours près non plus. Bien sûr. Est-ce qu'on a bien jusqu'à fin juin 2021 pour en faire la demande? Est-ce que ça a été prolongé? Alors, cette date de fin juin 2021, c'est la date jusqu'à laquelle l'Europe accepte qu'on subventionne les entreprises, que l'on ait ce qu'on appelle des aides d'État. Vous savez qu'il y a une réglementation européenne sur les aides d'État avec des seuils maximums. Et jusque-là, les dérogations qui ont été accordées par l'Europe à tous les pays européens pour utiliser ces aides d'État devaient se terminer au 31 décembre 2020. Et on a réussi collectivement à les proroger jusqu'au 1er juillet, finalement, 2021. Et je ne doute pas que dans le courant du premier semestre, avec l'aide du MEDEF, on puisse encore repousser jusqu'à la fin 2022 cette période de dérogation. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. On fera tout pour que le plan soit vivace jusqu'à la fin 2022. D'accord. Merci. Et une dernière question. Elle a été posée, j'ai un participant qui demande si la liste des entreprises qui ont déposé des appels à projets ou des dossiers est consultable quelque part, pas les appels à projets en eux-mêmes, mais la liste des entreprises qui sont en attente de validation. Oui, est-ce qu'elle est diffusée? que je vous ai montré sur le transparent qui vous sera envoyé, elle va être maintenant disponible en consultation sur un site qui va être ouvert à partir de, je dirais, probablement du début janvier, je crois. Nous en avons eu la primeur, France Industrie, le MEDEF. Nous pouvons consulter ce site en avance de phase pour pouvoir voir si son ergonomie est suffisante. On a fait remonter quelques commentaires et quelques suggestions pour améliorer le site, et il va être ouvert au public très bientôt. Je ne sais pas si Christine, tu as plus d'informations que moi, mais je pense que sur ce site, on pourra avoir par région et par filière l'ensemble des entreprises, mais on ne connaîtra évidemment pas le niveau des subventions et le niveau des investissements qui seront faits. Mais en revanche, ces informations, nous allons essayer de les obtenir, nous, pour que l'on puisse savoir finalement quelles seront les répercussions par filière et par thématique de ce plan de relance. Très bien, merci. Christine, je ne sais pas si vous voulez compléter. Alors, j'ai une question pour vous, je vais vous la poser tout de suite. Concernant les prêts participatifs, est-ce qu'on peut comparer donc le fonctionnement des prêts participatifs à des obligations qui comptent en fonds propres? Oui. Alors, c'est toute la… Vous m'entendez? Pardon, j'ai mis mon… Oui, voilà. Oui, l'idée, c'est… ça sera considéré comme des fonds propres, en fait, pour l'évaluation de la situation financière des entreprises. Ça, c'est clair. Mais ce ne sont pas pour autant des fonds propres du point de vue de comptable, fiscal ou au regard du droit des entreprises. Elles seront subordonnées par la loi, en fait, pour faciliter leur distribution. Voilà, en fait, ce qu'on peut en dire. En fait, l'avantage par rapport à des fonds propres classiques, c'est que vous n'avez personne dans votre capital. En fait, les entreprises gardent la main sur leur capital. Pas de… Christine, si je peux juste compléter, évidemment, le petit bémol que je mettrais, c'est que pour les entreprises qui sont en difficulté et qui ont déjà un ratio d'endettement important, malheureusement, les banquiers vont peut-être pas forcément leur accorder aussi facilement que ça des prêts participatifs, surtout que vous savez que la Banque de France ne reconnaît pas ces quasi-fonds propres comme étant des fonds propres, et plutôt comme étant des dettes lorsque la situation financière de l'entreprise n'est pas bonne. Donc ça sera bien et ça va aider une énorme frange d'entreprises, comme le dit Christine, mais il faut juste faire attention aux entreprises qui ne sont pas en bonne forme. Je ne suis pas sûr que cet outil-là va leur apporter grand-chose de plus. Ceci dit, le gouvernement qui devait ne mettre qu'environ 10% de garantie sur ce dispositif va être obligé par l'Union européenne de mettre beaucoup plus de contre-garanties, puisqu'on nous dit qu'il devrait mettre 7 milliards de fonds publics pour garantir un effet de levier sur 20 milliards de prêts participatifs, alors qu'il voulait en mettre que 3, je crois, Christine, au départ. Donc, c'est presque plus d'un doublement des garanties d'État. Mais après, il faut que les banques aient envie de distribuer ce produit et qu'il y ait un vrai marché pour ce produit. On en saura plus dans les semaines qui viennent.
Absolument, je confirme tout ce que vient de dire Vincent. Il est clair que ça va être dédié à un certain type d'entreprise qui, ou en tout cas, oui, ce sera probablement des grosses PME et pas les plus petites et plus fragiles qui sont en difficulté. Et pour ça, il faudra d'autres dispositifs. Est-ce que vous savez dès à présent s'il y aura des plafonds pour ces prêts? Non, pour l'instant, on n'a pas abordé ce sujet-là. En fait, pour être sincère, on a une réunion demain avec Bercy pour parler des derniers critères de ce dispositif. Donc, j'aurais pu vous en dire davantage, mais à partir de mercredi. Je vais quand même vérifier Très pendant que bien. votre prochaine question. Une autre question. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, Vincent, je vous remercie. Je crois que vous invité. Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons pouvoir faire suivre votre présentation à l'ensemble des inscrits. Et puis, comme je le disais, si on a des questions plus tard et qu'on ne peut pas y répondre. Merci à vous, Hélène. Merci à tous les organisateurs. Je vous dis évidemment que nous avons une organisation industrielle dans la région qui est un collectif France Industrie dans la région qui est dirigé par Frédéric Fructus, qui est un chimiste, qui peut évidemment, si vous avez des questions plus spécifiquement industrielles, être à votre écoute, ainsi que l'UMM pour les aspects, je dirais, purement sociaux de l'industrie. Merci à tous, à toutes, et puis à très bientôt si vous souhaitez qu'on se reparle d'industrie. À bientôt. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Nous allons pouvoir laisser la parole donc à Emmanuel Vendée. Je vous laisse la parole, Emmanuel, c'est OK? Oui, bonjour. Bonsoir à Bonsoir. toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'accueillir l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et le responsable de cette délégation de la Loire que je suis. Je ne sais pas si vous la voyez, mais en tous les cas, Nawel Sebi, qui est la chargée d'affaires, qui est affectée au secteur nord du département de la Loire, voilà, qui nous rejoint, et à côté pour cette présentation donc de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Si vous voulez bien, Hélène, passer à la diapositive suivante. Donc, organisation. Donc, nous sommes une association sans but lucratif, financée principalement par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous comptons 11 délégations réparties sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes et 130 salariés environ. Enfin, un peu moins aujourd'hui, on doit être 125 salariés. Nous avons le siège de la délégation est à Saint-Étienne, dans la grande usine créative. Vous avez le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre et l'équipe est composée de 2 chargés d'affaires, donc Hervé Mialon qui s'occupe de la partie comprise entre Saint-Étienne Métropole et Roanne Agglo, et Nawel qui, elle, s'occupe vraiment de la partie nord du territoire. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, Hélène. Donc, nous avons une gouvernance publique-privée, ce qui est la caractéristique de cette agence et ce qui avait été souhaité par le président de la région, donc Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, donc, nous avons une coprésidence, à la fois donc Florent Ménégo, donc qui est le président de Michelin, et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Un conseil de surveillance qui est composé de 8 collèges, 56 membres, dans lequel siègent notamment des représentants du MEDEF et de la CCI, de la CMA aussi, des consulaires, des départements et des conseillers régionaux. Et un directoire qui est composé donc de Gérard Guyard, qui est le président de la société Gravotech, Martial Siadier, qui est élu régional de Haute-Savoie, et notre directrice générale, qui est Cécilia Tégédor. Si vous voulez bien, voilà. Donc, l'Agence de développement économique de la région, son rôle, c'est de mettre en œuvre le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le fameux SRDE2I, si certains d'entre vous en ont entendu parler. Mais c'est aussi et surtout son objet de soutenir les territoires et les entreprises dans leur développement, en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale.
On s'appuie donc sur une organisation déconcentrée, comme je vous l'ai indiqué précédemment, avec nos 11 délégations dans les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sachant que sur la Drôme-Ardèche, et c'est pour ça que nous n'avons pas 12 délégations, sur la Drôme-Ardèche, c'est une seule et même antenne. Donc, nos missions. Alors, en fait, aujourd'hui, l'agence intervient dans tous les champs qui concernent l'entreprise, à la fois en termes de financement, d'investissement, recherche, développement, croissance à l'international, recrutement et accès aux programmes européens. Donc, sur le renforcement du business et le financement du développement. En fait, la région, enfin, si vous voulez, pour résumer, on est là pour mettre en œuvre auprès des entreprises les programmes votés et décidés par les élus du conseil régional. Donc, ce dont nous assurons la promotion auprès des entreprises, ce sont ces programmes qui sont décidés par le conseil régional. À ce jour, donc, en termes de financement et de développement de l'activité et d'aide au développement de l'activité des entreprises, un programme a été mis en place par les élus régionaux qui s'intitule M'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes, qui nécessite pour cette partie du territoire la création et ou le maintien de 25 emplois pour les entreprises. Et dans ces cas-là, la région interviendra sur le financement, l'aide au financement matériel, à hauteur de 20% maximum. Il y a un autre dispositif qui vient d'évoluer récemment qui concerne une avance remboursable qui permet d'aller chercher de 3 à 30 000 euros. C'est un dispositif qui était initialement réservé aux entreprises de 9 salariés et qui aujourd'hui est ouvert aux entreprises d'au moins 20 salariés jusqu'à 50 salariés à titre exceptionnel et qui permet aussi d'aller chercher jusqu'à 30 000 euros sans frais de dossier, sans garantie et à taux zéro. Et ça, c'est une nouveauté qui date du 4 décembre dernier, qui a été votée par les élus du conseil régional. En termes de financement également, la région, avec son partenaire qui est la BPI, a mis en place le prêt croissance TPE-PME qui permet aux entreprises d'aller chercher de 10 000 à 300 000 euros en cofinancement. Ça nécessite donc un autre financement bancaire, sans frais de dossier là également et sans garantie. Et la région également a mis en œuvre le Fonds régional de garantie avec la BPI, qui là aussi permet d'aller garantir jusqu'à 1 million d'euros d'emprunt dans une limite maximum de 70%. À chaque fois, pour ces questions de financement avec la BPI, notre rôle est de vous mettre en relation, de mettre en relation les chefs d'entreprise avec les correspondants BPI des territoires, si ils n'ont pas évidemment ce contact. Ensuite, on peut également évoquer avec les entreprises la garantie Somudimec, puisque la garantie Somudimec, c'est une garantie qui a été mise en place donc, par l'UIMM. Et cette garantie Somudimec, la région participe à hauteur de 50% au titre de ce fonds de garantie. Est-ce que voilà pour la partie financement, est-ce que j'ai été à peu près clair? Oui. Bon, je poursuis. Sur la partie innovation. Oui, après, si les entreprises… Pardonnez-moi, Hélène. Non, j'allais dire, si les entreprises ont des questions, elles les poseront et je vous les poserai à la fin. D'accord, merci. Donc, sur la partie innovation, en dehors des deux programmes classiques qui s'intitulent le Diag Innovation et le Diag Innovation par les usages, qui permettent à la région de financer 8 000 euros au titre d'une subvention dans le cadre d'un programme donc, de recherche et de développement, la région a mis en place un programme qu'elle intitule Ambition Industrie du futur, qui permet d'accompagner les entreprises sur du conseil prestataire, pris en charge à 50% du coût du prestataire dans une limite de dépenses de 32 000 euros, c'est-à-dire une subvention régionale d'un montant de 16 000 euros. Sur 4 briques, la conception, ça concerne donc la transformation technologique des entreprises, la production, ça concerne la robotique, la fabrication additive, l'excellence opérationnelle, la modernisation de sites industriels, le pilotage, donc en ce qui concerne les données numériques, le pilotage, donc tous les outils de logiciels pour piloter donc la production, les ERP, les MES, mais aussi la sécurité des données. Et enfin, la mobilisation, donc avec le capital humain, l'adaptation au changement. Le chef d'entreprise a une thématique sur l'une de ces problématiques. À ce moment-là, on lui propose de travailler avec un cabinet qui est pré-référencé par la région. Il a le choix, donc il va rédiger un cahier des charges, pardonnez-moi.
Et puis, son rôle ensuite sera de choisir le cabinet avec lequel il veut travailler et la région interviendra à hauteur de 50% du coût de ce cabinet. En matière de développement à l'Europe et à l'international, donc sous cette thématique-là, c'est l'accès aux programmes européens avec le volet R&D. Donc, on parle ici des programmes qui nécessitent pas, on ne parle pas des FEADER ou et autres FEDER, on parle des programmes liés à l'innovation, à la recherche et au développement. Nous avons au sein de l'équipe de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises un bureau Europe qui est composé de 6 personnes et dont le rôle est d'accompagner les entreprises sur ces programmes européens qui sont des programmes spécifiques, lourds et assez difficiles à mettre en place, mais sur lesquels il est possible d'aller chercher jusqu'à 70% de subventions. Quant au développement à l'international, en lien avec nos partenaires de la CCI, nous avons mis en place un programme qui doit s'intituler « Réussir mon projet à l'international » et qui permet de prendre en charge 70% du coût d'un prestataire externe. C'est la CCI qui va piloter donc aux côtés des entreprises ce programme et qui va donc permettre de définir la stratégie de l'entreprise à l'international. Une fois que ce programme est réalisé, l'entreprise pourra bénéficier d'une aide au recrutement d'un cadre export dans la limite de 30 000 €. Ensuite, dans le volet international, on va, avec nos collègues de la VPI, proposer l'assurance prospection, qui est un dispositif qui permet de prendre en charge sous forme de subvention, si un chiffre d'affaires n'est pas réalisé, les dépenses liées au développement à l'international. Et également les VIE, volontaires internationales entreprises, qui sont des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans et dont le coût peut être pris en charge pour l'entreprise à hauteur de 50% par le conseil régional. Sur le recrutement et la formation, la région a mis en place différents outils. Le premier, c'est le diagnostic RH, expertise RH individuelle, qui permet à un cabinet d'accompagner une entreprise sur une durée comprise entre 2 et 9 jours. Et le coût de ce cabinet est pris en charge à 100% par la région. Donc, on va aller sur des thématiques telles que le processus de recrutement, la marque employeur, l'adaptation des compétences, la gestion des carrières et la gestion des départs. Ensuite, la région a mis en place, pour vous aider également dans vos problématiques liées au recrutement, une plateforme qui s'appelle Nos talents, nos emplois et qui vous permet à vous, chef d'entreprise, de créer un compte, d'avoir accès à une CVTech, de déposer votre offre. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle est associée d'un outil de matching. Ça veut dire que si je suis candidat à une offre que vous avez déposée, si je postule, je vais savoir si je suis compatible un peu, beaucoup ou pas du tout avec votre offre. Et enfin, un secteur qui vous concerne un peu moins, qui concerne l'implantation et l'attractivité du territoire, qui vous concerne un peu moins, vous, chef d'entreprise, puisque là, on va travailler en lien avec les territoires pour, si vous voulez, nous, là, notre rôle, c'est d'attirer de nouvelles entreprises pour venir s'implanter dans les territoires. Je ne voulais pas préciser au début, et je vous prie de m'en excuser, mais notre cible, c'est l'industrie et le service à l'industrie. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante. Donc, nos missions, on est un outil pour accélérer la croissance des entreprises. Et sur ce plan-là, si vous me le permettez, je vous ai indiqué au début de mon intervention qu'on était là pour promouvoir les programmes votés par les élus régionaux. Ceci étant, et à la demande de notre exécutif également, dans le cadre du plan de relance, il est clair qu'on a participé également et de manière assez importante à la mise en place et à la promotion des dispositifs liés au plan de relance. On a accompagné un certain nombre d'entreprises. Je crois que pour le territoire, cette partie du territoire, on doit être à 15aine de dossiers, uniquement la partie donc du coup nord du territoire de la Loire. On a fait donc la promotion des dispositifs, notamment ceux concernant les investissements liés au territoire d'industrie, mais également la promotion des dispositifs pour industrie du futur, où on a monté quelques dossiers avec des entreprises et on en a fait notamment la relecture. Donc, l'idée, c'est qu'on s'associe évidemment pleinement à tous les dispositifs qui permettent d'assurer le développement des entreprises. C'est aussi ça que je tenais à souligner ce soir. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si, évidemment, avec nos collègues qui entrent dans le champ de l'intervention économique, évidemment, mais n'hésitez pas à faire appel à nos services.
Oui, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, donc, à la demande du président Laurent Wauquiez et du président Franck Ménégo, notre rôle est également d'identifier des entreprises à potentiel, ce qu'on appelle les PEARL. En fait, entreprises qui ont un fort potentiel de croissance. Donc, elles sont repérées soit de manière très arithmétique avec une augmentation du chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 15 à 20%, soit directement par le terrain, une remontée de terrain, notamment Nawel qui, sur cette partie du territoire que je vous l'ai dit, vous accompagne, va repérer un projet important de développement pour une entreprise et donc va vous proposer de signer une convention de partenariat. Cette convention de partenariat, elle a pour but de faire bénéficier d'un accompagnement spécifique de l'agence et de la région, de façon à éviter de vous passer à travers des informations. La totalité des informations, elles demandent de participer à des manifestations régionales organisées donc par la région, que ce soit en région ou au niveau national. Et enfin, elle permet également d'organiser des rencontres entre chacune de nos entreprises à potentiel, que ce soit au niveau départemental qu'au niveau régional. L'idée est de faire grandir les entreprises, de passer de la TPE à la PME et à l'ETI. Hélène, s'il vous plaît. Je crois que j'ai dû en finir en fait. Emmanuel, merci beaucoup. Alors, je vous ai pas très bien entendu à la fin. Je pense que c'est peut-être le cas aussi. Surtout, ce qu'il faut retenir, je vous ai donné beaucoup d'informations et je l'entends. Je pense que je vous ai un peu noyé avec toutes ces informations d'ailleurs. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Tant que si vous avez un programme d'investissement matériel à faire, c'est de prendre contact avec nous le plus en amont possible du lancement de votre programme. Parce que vous savez qu'en matière d'aide publique, il y a le principe de l'incitativité de la dépense publique. Et donc, il ne faut pas que vous ayez signé de bons de commande ou de devis avant d'avoir déposé votre subvention. Oui, je pense qu'il est important effectivement de le souligner. Alors, je n'ai pas de... Vous voulez que je reprenne? Je n'ai pas de questions particulières. Je disais simplement en conclusion que si vous avez des particulièrement vers Nawel sur cette partie du territoire, parce qu'il y avait qui était la règle de l'incitativité de la dépense publique qui faisait. Alors, on ne vous entend plus. On ne vous a pas entendu, mais la conclusion, c'est effectivement de bien vous orienter auprès de Nawel pour la partie dossier et de bien vous orienter en amont auprès de vous pour que les dossiers soient déposés en amont, puisque le financement ne peut se faire que si les devis et les factures et les travaux n'ont pas été engagés. Voilà. Pour précision, je ne vois pas à destination de vous, région, de questions. Si nous avons des questions par la suite, nous vous les adresserons. Je vais pouvoir laisser, puisque vous n'avez pas de questions particulières, je regarde en même temps le chat, mais je ne vois pas de questions particulières. Donc, je vais pouvoir remercier Emmanuel et laisser le mot de la fin à Adeline, si elle veut bien se montrer. Voilà, elle se montre. En tout cas, moi, je vous remercie tous et toutes pour votre attention et tous les intervenants. Et je vais laisser Adeline conclure sur cet événement-là et vraisemblablement vous annoncer le prochain. Bonne soirée tout le monde. Adeline, c'est à toi. Merci Hélène. Pas d'autres questions peut-être à l'attention de Christine Lepage du MEDEF non plus? Non, bon, bah écoutez, s'il y a d'autres questions, de toute façon,
elles pourront intervenir plus tard et nous en ferons le relais. C'est le message de la fin que je souhaitais vous adresser. Donc évidemment, je remercie nos 3 intervenants pour leurs éclairages successifs et complémentaires qu'ils nous ont apportés tant sur les mesures de soutien que sur les mesures d'aide aux entreprises, et ce, évidemment, de la TPE jusqu'à la grande entreprise. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse, même si ce n'était pas le sujet du jour, puisqu'on était quand même axé entreprise et industrie et appel à projet. Mais je tenais à ouvrir une parenthèse sur les aides en ressources humaines, plus précisément sur les aides qui s'appellent Un jeune, une solution, dont vous avez peut-être entendu parler, qui regroupe 10 mesures. 10 mesures pour les 16 à 30 ans et pour une enveloppe globale de 6,5 milliards d'euros. Donc évidemment, nous aurons l'occasion de vous en reparler et de vous les relayer. Je pense même que ça fera l'objet d'un futur club des managers axé sur toutes les aides en termes de ressources humaines. Voilà, donc nous aurons plus de détails à vous donner à ce moment-là. On est bien conscient que dans le temps qui nous était imparti ce soir, nous n'avons pas pu traiter l'ensemble des questions et surtout des cas particuliers, puisque là, ensuite, je pense que ce qui va intéresser les entreprises qui nous suivent ce soir, ce sont évidemment leurs cas et leurs cas particuliers. Donc, c'est pourquoi donc Hélène Barnet, qui a fait notre présentatrice aujourd'hui, qui est conseillère CCI, et moi-même qui travaille pour le MEDEF Loire-Nord, nous proposons d'être vos relais territoriaux. Donc, nos coordonnées seront évidemment dans la présentation qui va vous être envoyée à l'issue de ce webinaire. Donc, surtout, n'hésitez pas. On sait que ça peut être compliqué quand on se retrouve tout seul. Donc, le MEDEF, la CCI sont vos relais territoriaux pour vous aider dans ces démarches. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Et comme nous sommes un petit peu en avance, on va encore solliciter 30 secondes de votre temps. Moi, j'aimerais pour terminer ce webinaire, savoir dans quel état d'esprit vous abordez l'année 2021. Alors, c'est peut-être une question un peu risquée, mais tant pis, nous osons la poser. Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. Vous avez dans le chat un lien qui vient de vous être envoyé, qui s'appelle Bicast. Hélène, il y a une faute d'orthographe dans le lien. Bicast, c'est B2EKAST. Donc, bicast.live. Donc là, je vous propose de le faire en direct. Vous vous connectez sur ce lien. Vous entrez le code session TP6B. TP comme Tony Parker, 6 et B comme Barnet, Hélène Barnet. Voilà, et là, je vous propose de nous donner en live l'état d'esprit dans lequel vous abordez l'année 2021. Vous avez le droit de donner plusieurs réponses. Et Hélène, si tu veux bien nous mettre sur le nuage. J'essaye. Je vais vous mettre où vous voulez, si j'y arrive. J'essaye. Voilà, on va voir vos réponses s'afficher en live dans le nuage de mots. Donc, merci de faire vos retours. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Non. Donc, alors, vous allez bien sur bicast.live, vous entrez votre code session TP6B, tout en minuscule. Je le fais en même temps pour voir si tout fonctionne. Vous faites rejoindre la session. Peut-être que j'ai peut-être un souci. On a peut-être un souci. C'est des réponses, Hélène? Non, il n'y a rien. Dites-nous dans le chat si vous avez des difficultés. Pas de réponse. Bon, ben, peut-être que l'appli ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Sur la page. Ah, TP6B. Ça ne marche pas sur la page. La session est complète.
Bon, évidemment, vous vous doutez bien que pendant les tests, tout fonctionnait, mais voilà les choix du direct et du live. On fera la prochaine Voilà. fois. On fera la prochaine fois. Écoutez, donc en attendant, donc nous vous donnons rendez-vous pour le prochain club des managers le lundi 22 février à 17h30. Nous l'espérons en présentiel. Mais si ce n'est pas le cas, on vous proposera évidemment un webinaire ou un mode mixte si les restrictions sanitaires ne permettent pas de tous vous accueillir. Et nous parlerons du thème de la dématérialisation dans la continuité du club des managers sur la digitalisation que nous avions eu au mois d'octobre ou novembre, le précédent. Donc voilà, en attendant, prenez soin de vous et passez d'excellentes fêtes de fin d'année à tous. Merci beaucoup, au revoir. Avant de vous déconnecter, enfin quand vous allez vous déconnecter, vous allez recevoir un message avec un questionnaire de satisfaction. Donc nous vous remercions de prendre 1 ou 2 minutes pour y répondre. C'est important pour nous de savoir si justement ce type de webinaire fonctionne bien. Et puis nous allons vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Et merci pour votre participation. Bonne soirée.